Tout à l'heure, on se posait la question à savoir si, pour un chef de parti, c'était la meilleure des idées d'essayer de se faire du capital politique sur ce qui est survenu à Lac-Mégantic en fin de semaine, c'est-à-dire dans la nuit de vendredi à samedi. Amir Kadir s'est pointé là, lui, en disant « Ouais, faudrait peut-être se poser des questions sur l'utilisation du pétrole. » Il y en a d'autres qui se sont pointés aussi. Mais tiens, on va parler à un chef de parti, on l'aime bien gros, lui. Il s'appelle Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour, M. Pouliot, comment allez-vous ce matin? Ben, ça, je suis un peu comme tous les Québécois là, je suis un peu encore sous le choc de ce qu'on a vu en fin de semaine. Moi, j'étais allé au Musicafé il y a à peu près 3 mois pour rencontrer des militants du Parti conservateur du Québec. Puis, il y avait Yannick Gagné, le propriétaire, puis un chic type, un gars, un entrepreneur qui a vraiment travaillé fort pour bâtir son bar. Puis, en tout cas, mes condoléances, évidemment, sont avec tous ces gens-là. Tu sais, je trouve que c'est gros. Puis, un peu comme le disait le premier ministre Harper, je pense qu'on n'a pas encore tout absorbé là ce qui s'en vient, mais il va y avoir encore des vagues là, qui vont venir. Alors, mais toutes mes sympathies sont avec toutes les. On est tous des gens du Lac-Mégantic ce matin. Puis l'heure est vraiment plus au recueillement, puis aux prières, puis à l'empathie que n'importe quoi d'autre. Là. Mais voyez-vous ça souvent, vous, des politiciens qui se pointent là pour se faire du capital politique puis essayer de faire passer leurs idées suite à des tragédies du genre? J'ai vraiment trouvé ça déplacé. J'ai trouvé ça désolant, fâchant. Je trouve que M. Harper a été... on a vu que c'était un homme de classe. Les journalistes ont essayé de l'embarquer sur des sujets, sur d'autres sujets, puis il a dit, écoutez, c'est pas le temps là, de parler de ça. Là. On va les faire, les enquêtes, on va obtenir les faits. Mais là, pour l'instant, là, on parle de l'humain, on parle de tragédie humaine, et il a dit qu'il était là pour... Puis moi, je suis un conservateur du Québec, là, j'ai rien à faire avec M. Harper, avec le fédéral, mais j'ai trouvé que M. Kadir, j'ai trouvé que Thomas Mulcair, Olivia Chow, tous les deux du Nouveau Parti démocratique, ont sauté sur cette tragédie-là pour commencer à dire que c'était de la faute de Harper si le train... Ils ont quasiment dit ça. Ils ont quasiment dit que c'était la faute du fédéral que le train avait déraillé puis que le fait avait pris. Moi, je trouve que c'est une attitude méprisante, puis c'est pas étonnant quand on entend ça que les gens soient cyniques auprès des politiciens. Ben ça c'est sans oublier, on parle des politiciens, mais les groupes écolos, là, la Fondation Suzuki puis Équiterre qui se sont pointés là aussi, puis qui eux ils suggèrent d'abandonner le pétrole. Là. Faut-tu être imbécile? Ben, d'abord, c'est le même genre de... C'est le même genre de... Dès qu'il y a un micro, là, ces gens-là vont dire n'importe quoi pour attirer les micros, tu sais. Alors, je pense que M. Méran, là, puis M. Guilbeault, il aurait dû avoir un peu plus de respect pour les gens qui vivaient cette tragédie-là, plutôt que d'aller faire les perroquets et répéter leur sornette habituelle. Mais, tu sais, d'aller dire, là, de dire, ben là, tout est la faute du pétrole, puis il faut abandonner le pétrole. C'est ridicule, là. Tu sais, je veux dire, quand on regarde l'énergie dont on a besoin au Canada, puis à travers le monde, on peut pas dire qu'on va abandonner le pétrole. D'abord, on est dépendant du pétrole, là, il faut être réaliste. Ben, parlons-en du pétrole, Adrien Pouliot. Effectivement, on doit en parler. Le Canada... vit pas mal du pétrole, bien sûr. Alors, il y a ceux qui disent bon ben d'accord, le pétrole c'est sale et puis il faut ralentir et éventuellement faire disparaître tout ça. Et puis il y a l'autre dimension, le transport de. Commençons d'abord par le pétrole et ensuite on parlera de transport. Peut-être décrire un peu la place du pétrole au Canada. Ben, c'est énorme, hein. D'abord, en termes économiques, toute l'industrie pétrolière, c'est énorme. Ça contribue des milliards et des milliards en impôts provinciaux, fédéraux. Ça contribue des milliards en termes de jobs. On parle de 75 000 emplois dans un peu partout, évidemment, beaucoup en Alberta, mais ailleurs, là, par exemple, tu sais, la compagnie Prévost, là, qui fabrique des autobus, des autocars, là, ben, ils en vendent à peu près entre 25 et 45 à chaque année à Fort McMurray. Il y a 400 autobus Prévost à Fort McMurray pour déménager le monde. Alors, donc, c'est des
des bénéfices à travers le pays. Et donc, cette contribution-là se chiffre par milliard. Puis, dans un sens, les gens qui disent il faut couper le pétrole, je les trouve égoïstes. Parce que c'est sûr que nous, là, au Canada, on consomme pas tout le pétrole qu'on produit, on en produit bien trop, on exporte une grande majorité de ça. Alors, c'est comme si on disait non, on veut pas que les Chinois profitent de notre pétrole. On veut pas que les pays d'Afrique se développent grâce à notre pétrole. On veut que les pays du tiers-monde restent sous-développés. On veut pas leur vendre notre énergie. Alors moi, je trouve ça tellement contradictoire parce que ces gens-là sont supposés d'être en faveur du développement du tiers-monde, tu sais. D'ailleurs, à ce propos-là, c'est toujours comique, effectivement. Quand je vois des syndicalistes qui vont dénoncer le fait qu'en Chine, les salaires soient beaucoup plus bas ou en Inde, alors que ce sont des pays extrêmement populeux, bien sûr, et il y a des centaines et des centaines de millions de personnes qu'il faut sortir de la pauvreté. Et puis ici, pays riche, eh bien voilà, il faudrait conserver nos conditions de travail luxueuses et empêcher des pays pauvres ou des pays en émergence d'avoir la possibilité d'exporter chez nous. Exactement. On a une obligation, comme pays riche, de faire profiter les pays en voie de développement de nos ressources naturelles, si on veut les aider. Puis on a une obligation de permettre le commerce entre les pays, justement, pour aider ces pays-là à vendre leurs trucs ici et vice-versa. Puis l'autre question, c'est, OK, on abandonne le pétrole des sables bitumineux, là, parce que celui-là est supposé d'être sale, là, alors que ça a l'air que le pétrole qui vient du Venezuela ou du Nigeria ou de l'Arabie Saoudite, ça, c'est du pétrole propre. Mais évidemment, quel genre de pays c'est ça? Oui, en termes de droits de l'homme, effectivement. Ben oui, il y en a qui disent que notre pétrole est sale, mais moi, je pourrais très bien dire que le pétrole, la charia, c'est pas beaucoup mieux, là. Alors, il faut être réaliste. Le Canada est le plus gros fournisseur de produits pétroliers aux États-Unis. Et si on décidait du jour au lendemain que on enlevait les millions de barils, c'est quoi, 2,5 millions de barils par jour qu'on exporte aux États-Unis, on va remplacer ça par quoi? Si on remplace ça par du pétrole de l'Arabie Saoudite, on veut enrichir les gens de l'Arabie Saoudite, puis du Venezuela, puis du Nigeria, puis de la Russie, puis de l'Irak, puis de la Colombie, puis de l'Algérie. C'est ça qu'on veut. Alors, donc, il faut se dire, on va le remplacer par quoi? L'autre chose, c'est, est-ce que c'est vraiment un problème, le pétrole? Parce qu'on nous dit tout de suite en partant que c'est un problème. Tu sais, c'est un problème, par exemple, environnemental. Mais quand on regarde l'impact de l'émission de gaz à effet de serre par le pétrole des sables bitumineux, on s'aperçoit quand on regarde les chiffres, là, parce que moi je pense que ce genre de choses-là, il faut baser nos analyses sur des chiffres, là, pas sur des émotions. Le Canada produit à peu près 2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et donc, c'est pas énorme, là, tu sais. Et la production de sable bitumineux, ça représente à peu près 7% de ce 2%-là. Alors là, on parle d'à peu près 1/600e des émissions globales de gaz à effet de serre qui viennent du pétrole bitumineux. Bon, alors, il y a le pétrole, je m'excuse de vous interrompre, mais il y a le transport du pétrole. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le transport du pétrole? Bien sûr, compte tenu de ce qui s'est passé à Lac-Mégantic, les gens vont dire le train, quand même, c'est de la merde totale. Il y a le bateau, et puis sinon, il y a l'oléoduc. Le Parti conservateur du Québec, comment il voit ça? Nous, on pense que, d'abord, il faut encourager, développer nos ressources naturelles, puis, deuxièmement, c'est sûr qu'on veut pas tout déréglementer, là. Donc, il y a déjà une réglementation qui s'applique sur le transport, soit par bateau, ou soit par rail, ou soit par pipeline. Mais quand on regarde les chiffres, si je prends par exemple le nombre d'accidents là en 2011, tel que nous l'a dit le Bureau des transports du Canada, les accidents par rail, il y en a eu 1023. Les accidents marins, il y en a eu 322. Et les accidents par pipeline, il y en a eu 5. Est-ce que ceux par pipeline sont plus graves? Non, pas nécessairement. Et ils sont souvent moins
par exemple, les pipelines, d'habitude, ça passe pas dans les villages ou dans les villes, tu sais, alors que les rails, on l'a vu. Donc, c'est pas plus dangereux, c'est pas plus grave. Les renversements sont pas nécessairement plus importants. Alors donc, c'est un peu amusant d'entendre les Guilbeault et les Mérans là, de ce monde s'objecter à la construction de pipelines. Puis là, ils vont s'objecter à la construction, au transport par rail, puis vont faire la même affaire par bateau. Alors quoi, on va le transporter en charrette ou quoi, là? Alors, et ce qu'on mentionne pas non plus, c'est que il y a quand même des accidents, on le sait, là, on n'est pas aveugle à ça, mais la sécurité augmente, le nombre d'accidents diminue par rapport à la quantité. Depuis 10 ans, là, la performance en matière de sécurité des chemins de fer au Canada, là, ça s'est amélioré au cours des 10 dernières années, là. En 2011, là, c'était, je pense, un des plus bas taux d'accidents qu'il n'y a pas eu depuis 10 ans. C'est sûr qu'il y a plus de trafic ferroviaire, surtout au niveau du transport du pétrole, mais c'est pas des trains fous là, qui se promènent sans conducteur, là. Ça arrive presque jamais. Puis l'autre chose, M. Breton, c'est que il faut accepter que toute activité humaine de développement comporte un risque, là. Effectivement. Là-dessus, je vous rejoins totalement. C'est une impossibilité totale que la sécurité absolue, le transport aérien en est l'illustration parfaite, même si ça s'est amélioré considérablement. Mais, encore une fois, les gens recherchent toujours, c'est comme s'ils voulaient retrouver le paradis terrestre. Oui, s'il y a des gens qui sont coupables de négligence dans l'accident qui a eu lieu, ils doivent être condamnés, ils doivent payer. S'il y a une négligence criminelle, ils doivent aller en prison. Mais ça étant dit, il faut accepter que il y a toujours un risque qui peut être environnemental ou autre, mais il y a aussi des bénéfices réels et mesurables. Et si on veut si on pense qu'on est capable de démontrer l'absence absolue de tout doute, hors de tout doute, là, qu'une action ne puisse causer aucun tort pour être socialement acceptable, on n'aurait pas de feu. Le feu, là, quand ils l'ont inventé, quand ils l'ont découvert, là, s'ils avaient dit, dangereux cette affaire-là, peut-être que, ma caverne va pogner en feu, puis je vais brûler toutes mes possessions, puis on devrait bannir le feu. Mais non, je veux dire, il faut avoir une approche équilibrée où on compare les risques et les bénéfices potentiels d'une action avec les risques et les bénéfices d'une inaction, parce qu'il y a des coûts à une inaction. Si on n'a pas de feu, on va être plus pauvre. Alors donc, il faut évaluer tous les facteurs connus, puis il faut utiliser une approche, ce que j'appellerais une approche probabiliste. Donc, on regarde les statistiques, les probabilités, puis on se dit, dans ce cas-ci, le rail, par exemple, il y a un risque, mais c'est peut-être seulement un accident par 2 millions de kilomètres parcourus. Alors, c'est un risque, malheureusement, ça va arriver, mais c'est un risque qui est acceptable. En droit, il y a un beau principe. Il y a bien des choses que j'aime pas en droit, mais ce principe-là, je l'adore et ça rejoint précisément ce dont vous venez de parler, la balance des inconvénients. Oui, c'est ça. Il faut accepter... Il y a des inconvénients de quelque côté que ce soit, dans l'action comme dans l'inaction. Il faut être capable de mesurer la taille de ces inconvénients, de les confronter et d'en arriver à une prise de décision, parce que décider, c'est choisir. Les gens voudraient que ça aille seulement d'un côté. Ce serait trop facile, on n'aurait pas de décision à prendre. Oui, on doit choisir entre divers risques en analysant tout ça. Une dernière question peut-être s'agissant... Il y a le terrorisme qui me chicote un peu. Est-ce que vous pensez que l'oléoduc prêterait davantage flanc aux terroristes que le train ou le bateau, par exemple? Vous savez, M. Breton, les terroristes, c'est des malades, c'est des fous.
Et on sait jamais qu'est-ce qu'ils vont prendre comme cible. Ils peuvent prendre une cocotte minute puis mettre ça en face de l'Assemblée nationale ou dans un marathon comme ils ont fait à Boston. Il faut être réaliste aussi. Là, c'est très difficile c'est pratiquement impossible de se protéger contre tout acte de terrorisme. Mais je dirais que les oléoducs, étant donné que ce sont des trucs qui sont sous terre, sont probablement un peu plus difficiles à pirater qu'un train ou d'en prendre comme cible un train ou un bateau. Mais il faut accepter là aussi que ça peut arriver et puis il faut se protéger, puis prendre les mesures nécessaires. Ce qui nous amène encore à la balance des inconvénients, jusqu'à quel point on doit accorder des pouvoirs aux agences de sécurité par rapport au danger que des terroristes nous fassent des trucs terribles. Oui, et ça c'est un peu le problème sous le coup de l'émotion, que ce soit, ça sera pas un bon moment là aujourd'hui là pour prendre une décision sur le transport pareil du pétrole au Canada. Parfaitement d'accord. Et quand on a, par exemple, aux États-Unis, quand on a passé le Patriot Act après les attentats du 11 septembre, on a restreint énormément les droits et libertés individuelles des Américains sous le coup de l'émotion pour essayer de ralentir le terrorisme. Et aujourd'hui, beaucoup plus tard, on commence à se demander si vraiment, on l'a vu d'ailleurs avec tout le scandale de l'espionnage et d'écoute électronique des conversations téléphoniques aux États-Unis, on commence à se demander si on n'est pas allé trop loin. Alors, il y a un délicat équilibre auquel on doit essayer d'arriver entre les droits et libertés individuelles des gens et la sécurité nationale et la sécurité des individus. Mais ce sont des décisions qu'il ne faut pas prendre sous le coup de l'émotion. Il faut vraiment être bien prudent parce que on sait une chose. Quand on passe un règlement, quand on restreint les droits et libertés, c'est très difficile de reculer après et d'enlever ces restrictions-là. Exactement. L'État a tendance à grossir plutôt qu'à... Oui, une fois l'intervention gouvernementale en place, essaie de l'enlever. Exactement. On n'a qu'à voir l'épaisseur de la réglementation au Québec sur tout et sur rien. C'est toujours très difficile. Puis même les mauvais programmes, on a de la misère à les enlever. Alors, il faut être prudent. L'État est tentaculaire, a toujours tendance non seulement à se protéger, mais à grossir parce que les fonctionnaires, les ministres veulent avoir plus de pouvoir, veulent... Et c'est toujours fait... La fonction crée le besoin, M. Pouliot. Et c'est toujours fait de bonne foi, là. Oui. Il y a toujours des bonnes intentions, il y a toujours des bonnes raisons pour passer des nouvelles lois, mais souvent, il y a des effets pervers aux lois qu'on ne voit pas sur le coup. Et ensuite de ça, on se demande pourquoi est-ce que telle chose arrive et pourquoi est-ce que le Québec s'appauvrit, pourquoi est-ce que les gens investissent moins au Québec, comment ça se fait que c'est rendu aujourd'hui qu'un couple moyen qui gagne, quand les deux travaillent, un couple qui gagne 80 000 c'est rendu aujourd'hui qui paie à peu près 47% d'impôts sur le revenu avec les taxes, la TPS, TVQ, la taxe sur l'essence, sur l'alcool, sur le tabac, sur ci, sur ça. C'est ça la gosse. C'est ça l'État qui grossit. L'État, il faut lui donner à manger, il faut qu'il bouille, il faut nourrir cet État-là. Alors aujourd'hui, on passe la moitié de l'année, on travaille la moitié de l'année à nourrir l'État qui grossit sans cesse. Adrien Pouliot, merci. Merci beaucoup à vous deux. Bonne journée. Au revoir. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du